Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler du mercato de Liverpool. On avait commencé la petite série en parlant du Real Madrid, puis j'ai sorti une vidéo sur Manchester City, et maintenant on va parler de Liverpool parce que ça y est, un joueur exceptionnel est arrivé du côté de Liverpool. J'attendais l'officialisation parce qu'en vrai, on va pas se mentir, même si c'est pas mon club, ça me hype de fou. Florian Wirtz, 150 millions d'euros débarque à Liverpool. C'est le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Vous vous rendez compte? Il y a Neymar, Mbappé, Wirtz et derrière c'est Coutinho, Dembélé. Vous vous rendez compte un peu du retentissement qu'a ce transfert? Je pense que c'est le transfert le plus cher de la première ligue. C'est une dinguerie. Donc on va parler un petit peu du mercato de Liverpool et je vais vous présenter chaque joueur qui ont été pris parce qu'il n'y a pas que le Florian Wirtz, il y a également Jérémy Frimpong et il y a Miloš Kerkez également qui est en passe d'être réglé. Donc là, Liverpool fait un très gros mercato sur le plan défensif. Mais du coup, on va parler un petit peu de l'effectif. Alors là, les recrues ne sont pas encore comptées comme dans l'effectif de Liverpool, mais évidemment, on les évoquera. Sur le poste de gardien, on a toujours Alisson qui est présent, qui a 32 ans, qui a fait une saison très intéressante. Il est encore une fois très bon, mais n'oublions pas qu'on a le retour de près de Mamardashvili, qui est un des meilleurs gardiens de Liga depuis maintenant plusieurs années, gardien international géorgien qui est monstrueux. Donc on pourrait avoir une véritable bataille, entre guillemets, une vraie grosse concurrence pour le poste de titulaire en tant que gardien de but. Kayomin Keller a été transféré à Brentford. Vitesse Jaros du coup revient de près et Harvey Davies est arrivé cet été. Donc voilà, pour ce qui est de Liverpool, au niveau des gardiens, on a à peu près tout ça. Et d'ailleurs, je trouve que Mamardashvili, c'est une très bonne recrue. Il est arrivé du coup l'été dernier, mais il était reparti en prêt à Valence. Et moi, j'aime beaucoup le gardien et j'ai envie de voir du coup qui sera titulaire. Je pense qu'on pourrait avoir, comme avec Donnarumma et Navas au PSG, ça s'était pas ultra bien passé, mais bon, ça s'était passé comme ça. Avec le plus vieux qui laisse petit à petit sa place au plus jeune, ça pourrait peut-être bien fonctionner. Pour la défense, nous avons Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Jarel Kwanza. Pour la défense centrale, on n'a pas vu de nouvelles recrues. Moi, vous savez, dans mon mercato idéal, je préconisais un départ de Joe Gomez et une arrivée de Nathan Zézé, qui était à l'époque sur les tablettes de Liverpool. Il y a également d'autres défenseurs qui pourraient être sur les tablettes de Liverpool, donc à voir. Mais pour moi, en vrai, si tu restes comme ça, c'est pas non plus gravissime. Joe Gomez est un remplaçant d'un niveau correct et en étant quatrième défenseur, c'est très bien. Il faudra juste faire attention à ne pas avoir de blessés. Sur le poste de latéral gauche, du coup, tu as Tsimikas, Andrew Robertson et potentiellement Miloš Kerkez. On y reviendra, mais je pense que ça entraînerait le départ de l'un des deux, peut-être de Tsimikas du coup, parce qu'Anderson a beaucoup d'expérience. Il a gagné la Première Ligue, il a gagné la Champions avec Liverpool, donc ça pourrait être bien pour encadrer le jeune Kerkez. Et sur le poste de latéral droit, tu as perdu Trent Alexander-Arnold, tu as récupéré Jérémy Frimpong pour franchement un prix assez dérisoire. Je crois que c'est autour de 40 millions d'euros, ce qui est assez peu élevé. Et tu as le petit Connor Bradley, très jeune latéral qui peut jouer à gauche, à droite, qui est très bon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit joueur. Donc pour moi, sur ton secteur défensif, tu es plus ou moins au complet. Au milieu de terrain, tu as Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Tyler Morton, un petit jeune qui est arrivé cette saison, qui a déjà 7 millions de valeur marchande. Je le trouve plutôt intéressant. Il a fait des plutôt bons matchs sur le peu qu'il a joué à Liverpool. On a également Alexis McAllister qui a fait une énorme saison, ainsi que Ryan Gravenberch d'ailleurs. On est sur potentiellement l'un des meilleurs doubles pivots du monde, même pas juste de première ligue, sur l'un des meilleurs doubles pivots du monde. Donc voilà, McAllister, Ryan Gravenberch, j'adore. Et sur les postes offensifs, du coup, là tu as Dominic Szoboszlai, Harvey Elliott et potentiellement Curtis Jones, même si on peut dire que Curtis Jones il peut dépanner à la place de McAllister. Il a dépanné quelques fois à la place de Dominic Szoboszlai, mais tu as dorénavant l'arrivée de Florian Wirtz qui est arrivé pour 150 millions d'euros. Donc pour moi, il jouerait au poste de milieu offensif, mais la vraie question, c'est est-ce que ça entraînera le départ d'un Harvey Elliott ou d'un Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai, on parle quand même d'un des joueurs qui a réussi le plus de pressing du côté de Liverpool, d'un joueur qui a récupéré quasiment 100 ballons sur des courses de pressing, c'est absolument énorme, d'un joueur également qui a pas mal staté cette saison, je dirais qu'il a été plutôt bon, qui a apporté dans sa qualité d'élimination, qui a été également important dans sa percussion. Moi j'ai beaucoup aimé l'activité de Szoboszlai, son rôle à Liverpool. Maintenant c'est vrai que tu prends Florian Wirtz, c'est quand même on va dire un petit cran au-dessus en termes de création pure, en termes
de joueur offensif. Dominique Szoboszlai, pour moi, c'est presque plus un relayeur au vu de ses qualités. Donc, à voir comment Arne Slot mettra en place son milieu de terrain. Ça m'intéresse beaucoup. On y reviendra plus tard dans la partie où on évoquera la tactique. Et sur les postes offensifs, tu as toujours Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Federico Chiesa, Darwin Nunez et Diogo Jota. Diogo Jota, Darwin Nunez, j'ai quand même tendance à voir. Enfin, pour moi, ils n'ont pas d'avenir à Liverpool. Franchement, je pense que les deux devraient partir cet été, ou peut-être Darwin Nunez part et Diogo Jota reste en tant que joueur de complément. Mais Darwin, pour moi, c'est mort. Il ne s'imposera pas à Liverpool et je pense que Liverpool veut s'en débarrasser. On a déjà vu quelques rumeurs, notamment menant à l'Atlético Madrid. On a Federico Chiesa également. Lui aussi, j'ai du mal à lui voir un gros avenir du côté de Liverpool. Je pense qu'il devrait partir. Il y a pas mal de rumeurs qu'il envoie en Espagne, en Italie, notamment à Com. Ça s'était fait très insistant récemment. Donc à voir. Par contre, voilà, t'as Cody Gakpo qui a fait une grosse saison. T'as Luis Diaz également qui a été excellent, que ce soit en tant qu'ailier gauche ou en tant qu'avant-centre. Et t'as Mohamed Salah qui a été très bon également cette saison. Le meilleur attaquant de Liverpool. Peut-être le meilleur joueur de Liverpool. Pour moi, le véritable franchise player de cette équipe. Mais du coup, tu as recruté le prince de Poulheim, comme l'appelle Willou. Alors, on est sur un joueur de 22 ans, qui est né du coup à Poulheim, évidemment, si je vous fais la petite référence à Willou. Milieu offensif d'1m77, qui a gagné une Bundesliga, qui est international allemand, quand même 31 sélections, 7 buts. Et en Bundesliga, on est quand même sur un mec qui est à 31 matchs, 10 buts, 13 passes décisives, même si il est que 74%, enfin 77% des minutes jouées et 74% dans le 11 de départ, parce qu'il y a pas mal de blessures de son côté. Donc ça c'est dommage, même si, en tout cas ça va être quelque chose à suivre, même si j'ai l'impression qu'à chaque fois il s'en remet plutôt bien. Mais c'est quand même un joueur qui a enchaîné les grosses blessures, parfois des blessures très très lourdes, comme sa rupture des ligaments croisés, très jeune, il l'a eu à 19-20 ans. Et il est revenu à un très haut niveau après ça. Mais à voir, parce que franchement, ça peut être assez compliqué s'il continue de se blesser du côté de Liverpool. Et ce serait 150 millions d'euros, très mal investi. En Ligue des Champions, on est sur 9 matchs, 6 buts, une passe décisive. Des stats monstrueuses quand même pour un club qui s'arrête en huitième de finale. En Super Coupe d'Allemagne, en Coupe d'Allemagne, on est sur un match, pour le coup là voilà, juste un match joué. Et en Pokal, on est sur 4 matchs, une passe décisive. Donc voilà, on voit quand même qu'il a joué énormément de matchs. On voit qu'il peut jouer ailier gauche, ailier droit et milieu offensif. Donc voilà, grosse polyvalence. Il était en contrat jusqu'au 30 juin 2027. Donc au final, t'avais pas tant d'années de contrat que ça à payer, mais tu as quand même payé très cher, hein. On parle quand même d'un des plus gros cracks du football mondial, et on voit qu'il est quand même sur une pente ascendante, et que surtout, ça fait longtemps que Florian Wirtz est identifié comme une méga star, une future méga star du football. Parce qu'en 2020, il coûte déjà 10 millions d'euros à 17 ans. Fin 2020, à 17 ans, c'est 24 millions. 45 en 2021, toujours à 17 ans. À 18 ans, 45 millions. 65 millions encore à 18 ans en 2021, enfin c'est absolument énorme. Et là regardez, en 2023, 29 mars 2023, il coûtait déjà 85 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, là il était toujours à 85, là c'était pendant sa blessure où ça avait un peu stagné, il y a eu pas mal de blessures quand même. Là c'est des grosses périodes de stagnation à cause de ses blessures, mais après voilà, ça s'envole. En 14 décembre 2023, à 20 ans, 100 millions d'euros, voilà, on est quand même sur un joueur qui est vraiment sur une pente ascendante. Le Real Madrid était également intéressé par le joueur, donc là aussi, ça peut être aussi un indicateur de qualité, surtout qu'il a refusé le Bayern Munich et Manchester City, c'était vraiment son choix de venir à Liverpool, donc c'est intéressant. Je vais vous montrer un petit peu ces indicateurs statistiques parce que ça m'intéresse. On parle quand même d'un joueur qui a un talent assez énorme. Regardez un petit peu, alors là, s'il est comparé au milieu offensif et aux ailiers. Donc dans ce profil, tu as du Michael Olise, du Désiré Doué, du Ryan Cherki, Lamine Yamal, Bukayo Saka, tout ça. Donc dans les non-penalty goals, on voit qu'il marque environ 0,38 buts par match. C'est plutôt pas mal au niveau des expected goals. Encore une fois, là il est un peu en sous-performance, mais c'est quand même un joueur qui a une énorme finition. Donc justement qu'il surperforme ses XG, parce qu'en fait il sous-performe de créer, de se retrouver dans des
situations de but. Mais lui, par contre, lorsqu'il est dans des situations de but, il marque. Donc il surperforme ses XG. Donc c'est un joueur qui a une grande finition. Dans les tirs totaux, c'est quand même un mec qui tire 3 fois par 90 minutes quasiment, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des assists, par contre, on voit que c'est un joueur qui donne énormément de passes décisives. Il est dans les 9% des meilleurs en Europe, donc c'est quand même vraiment pas mal. Tout ça comparé à des Gvara, des Jamal Musiala, à des Rodrigo, à des Bukayo Saka, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà, si on combine les expected goals et les expected assists, on voit que la stat remonte et que c'est un joueur qui est quand même décisif, 0,52 fois par match, donc c'est plutôt pas mal. Et dans les actions menant à un tir, il est à 5,53, c'est absolument énorme. C'est un joueur qui est capable de créer énormément de jeux, que ce soit par la passe, par les courses, par la qualité de finition. Et quand on parle pour moi d'un joueur offensif, ça doit être un joueur qui est capable de créer par la passe, un joueur capable de faire des excellents appels, un joueur capable également d'avoir une activité défensive intéressante. On y reviendra et peut-être que c'est pour le coup son seul défaut. Et un joueur qui a une qualité de finition élite, et pour le coup lui il est bon dans quasiment tous ses domaines. On parle également d'un joueur qui dans le 1 contre 1 est monstrueux pour porter la balle, donc le porter de balle également c'est très important pour un attaquant moderne, et ça aussi là on y reviendra, mais on parle quand même d'un joueur qui est à 2,89 dribbles réussis par match. C'est absolument énorme, surtout pour un joueur d'axe. Il est à 5,41 touches dans la surface de réparation. On voit qu'il n'y est pas si souvent au final. Peut-être qu'à Liverpool, un jeu où tu te projettes extrêmement vite, extrêmement haut, peut-être qu'il aura plus de chances de s'y retrouver, peut-être qu'il marquera encore plus de buts. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur avec qui ça pourrait parfaitement coller, un jeu de transition extrêmement rapide. Dans les passes progressives reçues, on est sur 11,08, donc c'est un joueur qui prend la profondeur. Je vous l'avais dit qu'il est capable de faire de très très bons appels. Dans les courses progressives, il est à 4,60 par match, c'est plutôt pas mal, même si comparé à d'autres ailiers, c'est un petit peu en dessous, mais moi je trouve que ça reste intéressant. Au niveau des passes progressives données, il est à 6,63 par match, dans les 7% des meilleurs en Europe, c'est assez énorme. Dans le taux de passes réussies, pour le coup, il en réussit à peine 80%. Alors c'est plutôt pas mal, mais c'est un joueur qui a vraiment tendance à jouer vers l'avant. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est Bundesliga oblige. C'est pas un joueur qui est là à faire des passes latérales, tout ça. On voit que c'est un joueur qui veut vraiment couper les lignes grâce à la passe notamment. Et donc voilà, c'est ce qui fait que son total n'est pas si élevé. Mais pour le coup, je le trouve très très bon quand même. Et dans les passes tentées, c'est un des joueurs qui tente le plus de passes. Dans les 2% des meilleurs en Europe, c'est énorme. Par contre, défensivement, on voit que son activité, par rapport à d'autres ailiers, elle n'est pas énorme. Après, je vous rappelle qu'il est quand même comparé à Kvaratskhelia, donc ça aussi, ou même à Lamine Yamal qui fait beaucoup de retours, à Désiré Doué également. Donc voilà, il faut dire que forcément, il a des gros clients à côté de lui. Mais n'empêche que voilà, un tacle par match, c'est plutôt correct, mais ça pourrait être encore meilleur. Après, on parle d'un joueur d'axe. Les joueurs d'axe ont peut-être moins d'efforts à fournir défensivement que des joueurs évoluant sur le côté. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et surtout, on parle d'un joueur qui évolue dans le championnat allemand. Le championnat allemand, c'est vraiment priorité à l'offensive plus qu'à la défense, où on voit que le Bayer Leverkusen s'est fait trouer plusieurs fois, a pris quand même pas mal de buts cette saison par rapport à la saison précédente, même si la saison précédente, la saison des Invincibles, c'est quand même une saison où t'encaisses sur pas mal de matchs, et au final, c'est ton offensive, entre guillemets, qui te sauve les matchs, tout ça. Donc voilà, on parle d'un championnat qui donne priorité à l'offensive. Ce qui est intéressant également, c'est si tu le compares à des avant-centres. On voit que si tu le compares à des avant-centres, ces indicateurs statistiques sont les mêmes, mais que comparé à des avant-centres, on voit que voilà, ces statistiques évoluent. Si tu le compares à des Leandro Trossard, Omar Marmouche, Amoura également de Wolfsburg, on voit que voilà, sur son activité défensive, elle se voit moins quand il est positionné en tant qu'avant-centre, et il est très bon si tu le compares à des avant-centres sur ses indicateurs statistiques. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Ça montre encore une fois qu'il a une certaine polyvalence. Tu peux le faire jouer avant-centre, milieu offensif, ailier droit, ailier gauche. C'est énorme d'avoir une telle polyvalence. Donc on y reviendra dans la partie tactique, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur. On va parler maintenant de la recrue suivante. On va parler de Jérémy Frimpong, qui vient également du Bayer Leverkusen, qui a été recruté pour une somme dérisoire, entre guillemets. Il a 24 ans, il va sur ses 25 au 10 décembre, donc c'est quand même un joueur qui a une certaine expérience. 1m72, donc pas extrêmement grand. Position arrière droit. C'est un international hollandais, 13 sélections. Donc voilà, encore une fois, c'est un joueur d'un assez haut niveau.
En Bundesliga, c'est 33 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Donc on voit que c'est un latéral qui se projette énormément. En Champions League, c'est 10 matchs, 5 passes décisives. Énorme. Un match, encore une fois, en Franz Beckenbauer Super Cup. Et en DFB Pokal, c'est 4 matchs, une passe décisive. Il peut jouer arrière droit et milieu droit. Donc voilà, il peut jouer sur à peu près tout le côté droit. Et on voit également, encore une fois, que c'est un joueur qui était globalement sur une pente ascendante. Même si on voit que, bon, au niveau de Transfermarkt, même si la valeur la plus élevée, bah, elle commence en 2023. J'ai l'impression que ça n'a pas été, enfin voilà, ça a été rafraîchi au 5 juin 2025. Mais pour moi, c'est un joueur qui mériterait peut-être d'être évalué un peu plus haut, même si globalement, ça fait un bon moment déjà qu'il est très très bon et qu'il est à un très haut niveau. Donc voilà pour ce qui est de Jérémy Frimpong. C'est également un joueur qui a joué énormément de minutes dans le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ce qui était un joueur primordial, qui t'apportait énormément offensivement et qui pour le coup voilà, était quasiment un ailier sur certaines phases. Donc ça pourrait beaucoup plaire à Arne Slot, encore une fois, son jeu de transition très rapide où tu as besoin de te projeter en attaque extrêmement rapidement. Jérémy Frimpong pour le coup, dans le profil, correspond vraiment à cette idée. Sur son indicateur statistique, donc je vous le montre. Voilà, donc ça par rapport à des latéraux, on voit voilà que vraiment priorité à l'offensive. C'est un joueur qui pour le coup tente pas énormément de passes. Donc là ça va te changer un petit peu de Trent Alexander-Arnold qui était un latéral très passeur, qui avait une qualité de passe, une qualité de création élite. Et là pour le coup tu pars sur un joueur qui en termes de projection, en termes de course qui fait, c'est un monstre. Sur les courses progressives, on part quand même d'un joueur, d'un latéral droit qui a 4,11 courses progressives par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu d'à quel point cette stat est énorme. Il est dans les 3% des meilleurs en Europe. C'est un joueur également qui a quasiment un dribble par match, donc c'est pas mal du tout. C'est un joueur qui touche le ballon 4,58 fois par 90 minutes dans la surface de réparation, dans les 1% des meilleurs en Europe sur cette statistique. Et dans les passes progressives reçues, bah voilà, 10,23. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce joueur est un véritable dynamiteur sur son côté droit. C'est un joueur, si tu lui donnes un peu trop d'espace, qui est absolument létal et qui est également un excellent centreur. On ne le voit pas sur ses indicateurs statistiques, mais si vous voyez un petit peu plus haut, au niveau des assists, bah, il est très bon. Au niveau des tirs totaux, c'est également un joueur qui tente, qui frappe pas mal de fois pour un latéral. Donc c'est un joueur, voilà, si tu lui donnes trop d'espace, et bah, il part dans ton dos, il te déborde et t'es terriblement voilà, je ne vais pas terminer l'expression parce que je risque de me faire démonétiser, mais vous avez compris, c'est un joueur extrêmement dangereux et qui pourrait beaucoup plaire à ce jeu d'Arne Slot qui demande d'avoir des joueurs particulièrement verticaux. Donc ça pour le coup, pour combiner avec un Mohamed Salah sur le côté droit ou peut-être même avec un Florian Wirtz, selon comment l'animation se fait, bah, ça pourrait très bien fonctionner. On parle d'un joueur également qui marque pas mal de buts pour un latéral, donc c'est plutôt bien. Un joueur également qui crée du coup beaucoup de jeux, beaucoup de situations de buts. Donc voilà, ça c'est évidemment très important à prendre en compte. Par contre sur son jeu défensif, je pense que vous voyez les stats, c'est catastrophique. On est sur un joueur qui tacle que 1,13 fois par match, il est dans les 95% en Europe, donc dans les 5% des pires en Europe. C'est quand même assez faible. Au niveau des interceptions également, il est pas très bon. Il n'y a que dans les blocs où il est bon dans le domaine. Mais je pense que Arne Slot arrivera à le mettre au diapason et peut-être que ses indicateurs défensifs pourraient un petit peu progresser. Et pour le coup, c'est peut-être la seule limite que je lui trouve à Jérémy Frimpong parce que pour moi, c'est un joueur que j'adore et qui est voilà, extrêmement performant dans l'offensive. À voir ce que Arne Slot arrivera à en faire. Mais pour moi, avec Wirtz et avec Jérémy Frimpong, tu as de véritables artificiers, des joueurs qui peuvent complètement matraquer des défenses. Alors tu as Jérémy Frimpong dans le côté verticalité, dans le côté dynamité des défenses, et tu as Wirtz, peut-être un joueur beaucoup plus meneur de jeu, qui construit beaucoup, mais un joueur également qui, par son talent individuel, par sa qualité d'élimination, peut faire très très mal à des défenses. Donc pour moi, tu as recruté un duo de joueurs sur le Bayer Leverkusen qui déjà fonctionnait très bien là-bas. On avait vu des combinaisons entre les deux, mais qui en plus de ça peut faire très très mal à Liverpool. Qui peut faire très mal, pas à Liverpool, mais à Liverpool, il peut faire très mal à d'autres équipes. Vous m'avez compris. Je réexplique pour ceux qui n'auraient pas compris la métaphore.
Et donc, on part maintenant sur la dernière recrue. On part sur Miloš Kerkez, qui est un monstre également. On est dans un profil qui ressemble un petit peu à Frimpong, mais peut-être que c'est un joueur qui défensivement se laisse un peu moins déborder. On y reviendra. Au niveau voilà, de son âge, on est sur un joueur qui prend 22 ans au 7 novembre. Donc voilà, on est sur un joueur qui est assez jeune, qui fait 1m80, qui est un arrière-gauche, qui est international hongrois. Donc voilà, on est sur un joueur qui est performant en première ligue. À Bournemouth, il a fait une énorme saison. Surtout que Bournemouth, on parle quand même d'une équipe qui avait un secteur défensif qui était particulièrement performant. Il a joué quasiment toutes les minutes de jeu. Il a été titulaire à chaque fois, donc c'est absolument énorme. 38 matchs joués, 2 buts, 6 passes décisives. C'est quand même des belles statistiques. En FA Cup, c'est 3 matchs joués. Et en Carabao, par contre, 0 match. Mais voilà, on est quand même sur un joueur particulièrement performant qui a joué énormément de matchs cette saison à Bournemouth. C'est un joueur qui peut jouer arrière-gauche, milieu-gauche, donc un petit peu comme Frimpong, entre guillemets miroir, un profil miroir, un joueur qui peut jouer aux deux positions. Et c'est un joueur qui voilà, est passé par le Milan Primavera, donc l'équipe jeune de Milan, qui est passé par l'AZ Alkmaar et qui derrière est parti à Bournemouth où sa carrière a commencé à exploser. Donc là, il est toujours à l'AZ Alkmaar, il était performant. À Bournemouth, il passe un cap, il coûte 18 millions d'euros au 9 octobre 2023. Et ensuite, voilà. Là, on part sur une énorme évolution et aujourd'hui, il coûte 45 millions d'euros. Le transfert devrait se faire autour de 53 millions d'euros, de ce que j'ai compris. Mais voilà, on est quand même sur un joueur qui a déjà une certaine expérience, qui a joué dans 2 championnats différents. Donc voilà, il a joué aux Pays-Bas, il a joué en Première Ligue. C'est un joueur qui connaît bien le championnat dorénavant, puisqu'il a joué pas mal de saisons. Enfin, il a joué 2 saisons là-bas. Il a joué. Enfin voilà, pour moi, c'est suffisant pour lui donner une certaine expérience en Première Ligue. Et il pourra continuer de se développer du côté de Liverpool. J'aime beaucoup ce joueur parce que c'est une véritable boule d'énergie. Un joueur qui va extrêmement vite, qui est très puissant également. Physiquement, je le trouve assez bourru, entre guillemets. Donc voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je vais vous montrer ses indicateurs statistiques. Alors là, vous allez vous dire que c'est pas terrible, mais encore une fois, c'est à mettre en relation avec le fait qu'il joue à Bournemouth, qui est certes une équipe qui a fait une saison intéressante, mais qui n'est pas la meilleure équipe de Première Ligue, assez loin de là, une équipe qui n'a pas le ballon. Il jouera dans une équipe de Liverpool qui a beaucoup plus le ballon face aux équipes plus faibles et qui face aux grosses équipes et une équipe qui pour le coup subit un peu plus mais est capable de percer en contre. Donc ça pourrait beaucoup lui plaire. Au niveau des interceptions, on voit qu'il est quand même à 1,21 par match, donc c'est plutôt pas mal. Il est à 1,40 tacles, donc voilà, c'est quand même un peu mieux que Frimpong, mais c'est pas énorme. Par contre, sur la stat d'interception, il est plutôt bon. Sur les blocs, sur les dégagements, sur les aériens remportés, il est meilleur que Frimpong. Mais par contre, c'est pas non plus un latéral de très très haut niveau défensivement, même si je pense que ça pourrait s'améliorer avec Arne Slot, puisque évidemment, il faudra mettre beaucoup plus d'intensité dans la récupération. Au niveau des passes progressives reçues, il en reçoit quand même 5,31 par match, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, ça pourrait s'améliorer dans une équipe qui a plus le ballon, dans une équipe qui est peut-être encore un petit peu plus joueuse face aux gros et face aux plus petites équipes, évidemment, sera en totale domination. Dans les courses progressives, pour le coup, il en fait quand même pas mal. Il est à 2,86 par match, c'est assez énorme. Dans les touches, dans la surface de réparation, il est à 1,86, quasiment 2. Encore une fois, ça s'améliorera. C'est un joueur également qui réussit pas mal de dribbles. Donc c'est plutôt pas mal, 0,59 par match. 4,29 passes progressives données. Donc pour le coup, c'est peut-être un latéral un peu plus passeur que Jérémy Frimpong. Pour le coup, il est peut-être un peu meilleur dans le domaine et il tente un peu plus de passes. Par contre, voilà, il marque moins de buts par 90 minutes. Il est moins bon sur les expected goals. Sur les tirs totaux également, il tire beaucoup moins. Sur les assists, il est moins performant que Frimpong. Dans les expected assisted goals, encore une fois moins bon. Dans les actions menant à un tir, un petit peu moins bon, même s'il est quand même à 2,24. Tout ça, c'est à relativiser parce qu'on parle d'un joueur qui évolue à Bournemouth. Je ne veux pas du tout manquer de respect à cette équipe, mais on parle d'une équipe qui est quand même bien plus en difficulté dans le championnat. Et même s'il y a eu une très bonne saison de réalisée, probablement qu'à Liverpool, ces indicateurs-là augmenterait. Une équipe qui aura plus le ballon face aux plus petites équipes, qui sera en domination et qui face aux grandes équipes est quand même bien plus joueuse. Donc voilà, tu auras un joueur qui devrait probablement s'améliorer dans les 3 quarts de ces indicateurs statistiques, sachant que ces indicateurs statistiques sont très loin d'être mauvais pour un joueur de son âge qui joue à Bournemouth. Donc voilà, on parle quand même d'un joueur d'une très grande qualité.
On passe maintenant à la planche tactique et donc je vais vous montrer un petit peu comment cet effectif est construit en prenant en compte les recrues. Donc dans les cages on a toujours Alisson et on a Mabadarshvili qui arrive. Je vous ai dit pour moi il y aurait une véritable concurrence entre les deux, même si je pense que Alisson devrait être le titulaire au début de la saison et peut-être que le rapport de force s'inverserait au fur et à mesure de la saison. Sur le poste de latéral gauche tu as Robertson pour moi qui devrait regagner le banc et Tsimikas je pense qu'il devrait partir. Il y a eu quelques petites rumeurs de départ et je pense que ça devrait être acté. Et pour moi, Miloš Kerkez devrait être le véritable titulaire sur le côté gauche. De toute façon, au prix de 53 millions d'euros, pour moi, c'est titulaire indiscutable. Tu as sur la défense centrale Quansah et Gomez pour moi qui vont être les remplaçants. Quansah pourrait jouer quelques matchs à la place de Konaté, je pense, parce qu'on sait que Quansah c'est un jeune qui a de la qualité, qui a un certain potentiel. Donc pour moi, il va y avoir une petite rotation entre les deux. Et Gomez, pour moi, c'est vraiment ton quatrième central. Il pourrait dépanner sur certains matchs. Sur le poste de latéral droit, Bradley pour moi sera sur le banc, Frimpong sera titulaire. N'empêche que Bradley est un jeune joueur de très bon niveau, donc il pourrait totalement rentrer dans une concurrence avec Frimpong, même si pour moi le titulaire vraiment indiscutable, ça reste Frimpong. Au milieu de terrain, bon bah là, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu as toujours Gravenberch, McAllister, Jones devrait être remplaçant et devrait rentrer dans une rotation au milieu de terrain et peut-être jouer dans des matchs un peu moins compliqués ou peut-être dépanner s'il y a blessure. Endo, je ne connais pas la suite de son aventure à Liverpool. Il y a eu quelques rumeurs de départ, notamment à l'hiver et à l'été dernier. Pour moi, si tu le fais partir, il faut au moins recruter un remplaçant numérique. Ça a parlé de Carlos Baleba. Alors là, c'est même pas juste un remplaçant numérique. Là, c'est un véritable potentiel titulaire en puissance. Carlos Baleba, c'est quand même un joueur assez énorme, qui est un véritable numéro 6, capable de vraiment récupérer énormément de ballons, mais qui peut également porter la balle comme un numéro 8, comme un relayeur, comme un box-to-box. Donc ça peut être très intéressant dans le système de jeu d'Arne Slot. Même si les rumeurs envoyant Carlos Baleba à Liverpool se sont fait bien moins insistantes ces derniers temps. Sur les postes offensifs, c'est là pour moi que on commence à rentrer dans des choses un petit peu complexes. Pour moi, Elliott devrait être sur le banc et je ne sais même pas s'il va rester, mais je vous avoue, j'ai quand même tendance à lui voir assez peu de possibilités de progression dans cette équipe. Alors peut-être sur le côté droit à la place de Mohamed Salah quand Mohamed Salah quittera le club, mais Mohamed Salah, je pense qu'il a au moins 1 à 2 bonnes saisons encore devant lui, donc à voir. Federico Chiesa pour moi devrait partir, il a déjà été associé à Com donc, ou à d'autres clubs de Serie A, ça a également parlé de la Liga, donc pourquoi pas écouter, hein, mais je pense que Chiesa n'a pas d'avenir à Liverpool, on l'a vu cette saison, Arne Slot n'a pas l'air de réellement aimer le joueur, même si en conférence de presse il dit le contraire. Sur le poste d'ailier gauche, pour moi tu as 2 ailiers gauche de très haut niveau, et sur le poste d'avant-centre, Nunez pour moi devrait quitter Liverpool, et Jota, je ne sais pas encore ce qui va lui arriver, peut-être qu'il sera sur le banc, je ne sais pas encore, mais j'attends de voir la suite. Pour moi Jota sera un joueur de complément dans cet effectif, pas plus, parce que franchement on va pas se mentir, il n'a pas le niveau d'un titulaire à Liverpool, surtout d'une équipe qui aspire à remporter la Ligue des Champions sous les plus brefs délais, surtout quand tu fais venir Florian Wirtz qui est pour moi un potentiel ballon d'or en puissance. Donc là tu veux vraiment passer un cap. Maintenant j'ai des questions, parce que Luis Diaz, on a vu qu'il avait joué pas mal de fois avant-centre cette saison à Liverpool, qu'on avait vu Gakpo à gauche, et c'est vrai que Luis Diaz il a été très bon en tant qu'avant-centre, il a fait beaucoup de pressing, récupéré énormément de ballons, c'est un joueur également qui t'apporte énormément de mouvements offensifs, énormément de verticalité, un joueur qui a une capacité d'élimination dans le 1 contre 1 qui est absolument énorme, un joueur qui a une bonne finition tout de même s'il a quand même raté, on est d'accord, quelques grosses occasions, mais il a été plutôt intéressant dans ce poste. Ou alors il y aura une recrue, auquel cas je ne sais pas du tout encore quelle pourrait être la recrue. Mais pour moi, à l'heure actuelle, on se dirige plutôt sur ce type de composition. On a également Szoboszlai qui peut jouer en 10. Et du coup, la question c'est, est-ce que ce sera Wirtz le 10 et Szoboszlai sur le banc? Ou alors est-ce qu'on aurait toujours Szoboszlai en 10, Wirtz sur le côté gauche et Gakpo sur le banc? Pour moi, c'est une option qu'on pourrait voir. Du moins, elle n'est pas à mettre à la poubelle et elle pourrait totalement arriver. Surtout que Szoboszlai, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est quand même un joueur très performant qui a été très bon cette saison. Et c'est vrai que Gakpo, Szoboszlai, deux joueurs qui ont été très performants avec l'arrivée d'un Wirtz, bah, ça peut rebattre certaines cartes. Ou alors tu as une composition comme ça avec un Wirtz à la pointe de l'attaque. Je vous avoue, c'est une option pour laquelle je n'opterais pas si j'étais coach de Liverpool, mais ça peut arriver. Donc
Voilà un petit peu pour tout ce qui est les options offensives de Liverpool. On n'est pas à l'abri également d'une recrue, surtout que ça parle de Barcola. Alors je vous avoue, pour le coup, Barcola, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Tu as quand même beaucoup d'ailiers. Pour moi, si tu recrutes un joueur offensif en plus, c'est un avant-centre pour remplacer Darwin Nunez. Et également parce que je considère que Jota n'est pas un avant-centre de qualité. D'ailleurs, Jota, vous l'avez vu, je ne le considère pas comme un titulaire en puissance dans cette équipe de Liverpool. Donc pour moi, tu dois recruter un avant-centre. Je ne sais pas encore qui, du moins si tu recrutes un attaquant ou alors tu laisses Luis Diaz à ce poste. Donc sur le poste de numéro 10 ou d'ailier gauche, bah je sais pas trop, j'ai des questions à voir. Moi je pense que ça pourrait être quelque chose comme ça et peut-être avec un Szoboszlai qui rentrerait en concurrence avec un McAllister également au milieu de terrain. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, ce serait pas étonnant. Szoboszlai apporte des choses différentes de McAllister, mais il pourrait également être très bon dans ce rôle de numéro 8. Il l'a fait la première saison, sa première saison à Liverpool sous Jürgen Klopp. Ça avait plutôt bien marché pendant la première partie de saison. En deuxième partie de saison, ça a été plus compliqué, mais au moins il connaît le poste. Donc ce serait pas étonnant non plus de revoir une animation comme ça. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Vous avez vu du coup que cette petite série avance pas mal, on a pas mal de fois parlé de Première Ligue sur la chaîne. Il y a la vidéo Mercato de Chelsea qui sort demain officiellement, c'est pour ça que je vous dis qu'on a pas mal parlé de Première Ligue. La vidéo Mercato idéal sur Chelsea sort demain, du coup voilà, je vous l'avais promise. Elle arrive, elle est montée, tournée, tout ce que vous voulez, elle est prête. Donc voilà, elle est programmée à demain. Elle devrait sortir autour de 13h. Donc voilà, pour ceux qui se demandent où était passée la vidéo que j'avais annoncée, elle arrive. Je vais également parler de la Coupe du Monde des clubs ce week-end, sûrement samedi. Je vous ferai une petite vidéo pour parler de la compétition. Je ne sais pas encore sous quel format, mais vous verrez que normalement il y en aura une. Et voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la chaîne. Il y aura également une autre vidéo comme ça où on parlera d'un mercato. Alors j'ai une vidéo où le sujet est prêt. J'ai le sujet, je l'ai partiellement écrite, mais du moins j'ai mes grandes lignes. Mais j'attends encore quelques officialisations et quelques autres rumeurs transferts parce que c'est encore un petit peu flou sur certains cas. Mais on va parler d'un club qui est champion dans un de des 5 championnats majeurs. On va parler d'un club qui vient de recruter une des plus grandes stars de Première Ligue gratuitement. Donc là, normalement, vous avez des indices. Je vous dis pas le club, hein. À vous de trouver dans les commentaires de quel club on va parler. Et on parlera du mercato de cette équipe parce que je vous avoue qu'il me hype énormément. En plus, c'est une équipe qui du coup va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça va être très très cool à suivre. Sur ce les amis, je vous souhaite bonne chance, bon courage pour ceux qui ont des épreuves comme moi demain. Moi je passe le bac de français, donc pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, je vous souhaite bonne chance. Et pour les personnes qui voilà, ont encore des cours ou vont au travail demain, et encore une fois je vous souhaite bonne chance, bon courage. C'est la dernière journée de la semaine, donc ça va être, ça va être plutôt cool. C'est la fin de la semaine, donc profitez bien de votre dernière journée. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne formule, mais écoutez, c'est comme ça. Bon courage pour tous ceux qui ne sont pas ultra à l'aise à l'école ou dans leur travail. Et voilà, ça va être une petite semaine cool. C'est la fin d'une petite semaine plutôt cool où j'ai posté pas mal de vidéos. Vous aurez bientôt pas mal de contenu sur la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ça va être très sympa. Donc continuez à rester branchés sur la chaîne. Et vous aurez bien sûr plein de nouveaux contenus. Et encore une fois, je vous répète, bon courage, bonne chance pour tous ceux qui passent des examens. On est ensemble les gars. Et j'espère absolument tomber sur la littérature d'idées au bac de français pour ceux qui auront la ref. Sur ce les amis, salut, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.